Bonjour, c'est Stéphane de Planète Numérique. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le test vidéo du Humidigi Z Pro. Vous retrouverez par ailleurs le texte écrit avec d'autres types d'informations sur le site, donc sur planètenumérique.com. Alors Humidigi, vous connaissez la marque en réalité, puisque cette marque elle était précédemment appelée Humi. Ils ont changé leur nom, ils sont passés de Humi à Humidigi. Peut-être parce que Humi ça faisait trop Xiaomi, je sais pas. Dans tous les cas, il se trouve que vous avez le Z Pro et vous avez aussi le Humi Z, c'est assez remarquable. Ils ont changé la signature sur le Humidigi Z Pro, mais pas sur le Humi Z. Donc à l'arrière, si je prends un Humi Super, vous voyez, c'est ça, leur précédente marque. Et si on prend le dernier Humidigi Z Pro, donc vous avez la nouvelle signature ici. Donc on va commencer le déballage. Vous voyez, c'est une boîte en métal. Ok, bon, elle m'est arrivée légèrement cabossée, ça c'est pas un problème. À l'intérieur de cette boîte en métal, avec les informations à l'arrière, le smartphone en tant que tel, une petite documentation avec quelques informations, mais qui de toute façon vont être en chinois. Un chargeur qui se trouve être en théorie un chargeur rapide, puisqu'on va avoir une technologie, non pas Quick Charge, mais une technologie Pump Express de chez Mediatek. Voilà. Donc on va pouvoir monter jusqu'à une sortie en 12 volts, en 12 volts à 1,25 ampères, sachant que c'est un chargeur universel, donc il peut être aussi en 5 à 1,67. Vous avez un câble ici, donc c'est un câble USB-C, il est joli, il est rouge, ça change un petit peu, avec toujours, comme à l'habitude chez Humi, un port USB-C, vous voyez ici, port USB qui a tendance à être un peu plus long que la normale. Bon. Après, vous pourrez utiliser des câbles universels avec le Z Pro et un petit extracteur de SIM. Donc voilà, on va dire une prestation plutôt sympathique. On continue avec la découverte maintenant du smartphone en tant que tel, donc le Humidigi Z Pro. Par rapport au Humi Z, soyons clairs, vous allez le reconnaître parce que la couleur est noire sur le Z Pro alors qu'elle est gris clair ou or sur le Z. Il y a le double capteur ici, qui est donc un double capteur photo et qui sur un Z prendrait à peu près la même taille, mais il n'y en aurait qu'un seul capteur. Et sinon, en termes d'apparence globale, vous aurez le même type d'écran. Même type d'écran, même diagonale, et les protections d'écran d'ailleurs d'un Z Pro vont aller sur un Z. Et inversement, donc, ne cherchez pas des protections de Z Pro. Le châssis, tout en rondeur, très très proche, mais vraiment très très proche d'un iPhone. Vous voyez, ceci est un iPhone 6 Plus. On a quasiment la même taille. La même forme, regardez, c'est assez bluffant même, si on regarde en dessous le positionnement des grilles de haut-parleurs. Donc une esthétique qui est à la fois très classique, puisque c'est très, très classique et assez bien reconnu sur le marché. Donc rien à dire d'un point de vue apparence, sauf si on n'aime vraiment pas les apparences trop classiques du type Apple. L'écran, c'est un écran donc 5.5, c'est un Full HD, et la dalle, c'est du Sharp XO. Donc le XO, vous connaissez. Ils annoncent un traitement au niveau de l'écran anti-rayure, anti-griffure. Bon, c'est absolument pas le cas. Moi, je vous recommande vraiment de le protéger dès que vous l'achetez avec une petite protection d'écran, puisqu'en fin de compte, il est assez sensible par rapport aux rayures. Je dis pas qu'il n'est pas résistant d'un point de vue casse, mais d'un point de vue rayure, c'est absolument pas ça. Donc, on continue la présentation. On a ici, comme le châssis est intégral, vous avez ici le tiroir pour pouvoir insérer deux SIM ou une SIM avec une carte mémoire. C'est assez traditionnel. Vous avez un capteur d'empreinte ici qui est complètement intégré dans le verre, vous voyez, qui est très réactif. Enfin, franchement, attendez, il faut d'abord que je compose mon code SIM. Voilà. Puisqu'il n'était pas démarré. Voilà. Donc ici, on a un capteur qui est très réactif. Vraiment quelque chose de... Voilà, bon, c'est toujours quand on cherche à le faire fonctionner que ça marche moins bien. Non, il n'y a rien à dire. De l'autre côté, vous voyez, c'est ici, donc les deux capteurs. Les deux capteurs, c'est du Sony, c'est de l'IMX de mémoire, je vais regarder, de l'IMX 258. C'est un capteur qui n'est pas très répandu sur le marché, à vrai dire. Et avec un flash LED, avec 4 LED dessus. Bon, on ne voit pas bien dessus. Voilà, ici, on va bien voir. Qui va être capable de filmer et de prendre des photos en 13 mégapixels. Donc avec une ouverture 2.0. Bon, ok.
Derrière, c'est un smartphone donc 4G, je préfère le dire de base. Il est donc compatible avec nos bandes 800, 1800 et 2006. Il n'a pas la nouvelle bande 700, mais enfin là, rien de bien étonnant. Le processeur, c'est un processeur Helio X27, donc c'est un processeur relativement récent, je dirais même très récent, qui est un tout petit peu plus performant que du X25, du moins sur le papier, et qui a des fonctions d'économie d'énergie optimisées, et aussi la gestion du double capteur photo. C'est pour ça que X27 aujourd'hui, quand vous allez le voir, ça sera souvent associé à du double capteur photo, et il faut s'attendre à avoir une avalanche de produits prochainement. La connectique, c'est de l'USB-C, réversible. On est capable de faire de la charge, de la synchro. J'ai pas réussi à faire autre chose, c'est-à-dire de la sortie vidéo, et j'ai rien pour tester pour l'instant des sorties en casque. Et c'est pour ça que de toute façon, on s'inquiète pas. UMI conserve une sortie analogique assez basique. La batterie du 3780 mAh, lithium-ion. Charge rapide. Alors, je préfère tout de suite vous dire, la charge rapide, c'est pas le cas. Il faut environ 2h30, donc on la cherche encore. Du moins, je trouve que c'est pas vraiment rapide par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. C'est assez linéaire en termes de charge. Et en ce qui concerne l'autonomie, c'est très médiocre pour l'instant. On va tenir une journée en faisant bien attention avec le Wi-Fi, par exemple, qui a tendance à surconsommer. Il y a vraiment des optimisations à attendre, comme j'ai écrit dans l'article texte. C'est le petit point de déception, le point de déception sur le modèle, mais c'est logiciel, donc on peut vraiment attendre de l'optimisation. Donc maintenant, on va pouvoir regarder un petit peu la couche logicielle. Alors on revient du côté logiciel. Du côté logiciel, on a l'interface maison de chez UMI. Donc c'est quasiment de l'Android stock, avec là quelques applications qui sont installées, mais il n'y a quasiment rien de préinstallé avec un tiroir d'applications. Voilà. Du très 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 classique. Alors en termes de système, on a de l'Android version 6, du Marshmallow. C'est un peu dommage parce que sur mon UMI Plus a été mis à niveau avec un Android 7, un Nougat. Donc là on reste sur de l'Android 6, avec cependant les derniers patchs de sécurité qui sont datés du 5 février 2017. Vous voyez, c'est un Android 6. Donc voilà. Un Marshmallow. Après, bien francisé. Il n'y a pas de... Hop, on trouve bien en français. Avec quasiment aucune particularité, si ce n'est la gestion de la diode de notification. Vous l'avez ici. Voilà, là, elle me notifie que je vais être certainement bientôt en rupture de batterie. Et aussi une gestion des boutons. Ça, c'est un point. Gestion des boutons ou boutons physiques. Ils sont ici, vous voyez, les boutons sont physiques. Quand j'appuie, je fais un retour. Voilà, pression longue, widget, etc. Classique. Ou boutons virtuels. Donc les boutons virtuels, il y a plusieurs façons de les faire apparaître. Un choix de menu. On peut aussi les faire apparaître directement. Voilà. Ici, je suis en Real Button. Je vais passer en Virtual Button et vous les voyez ici maintenant sur la dalle. Ils sont directement sur la dalle, les boutons. Voilà. Donc ça, ils peuvent se masquer. C'est un petit point. Bon, c'est un point de confort, à vrai dire. Si on aime, on n'aime pas. Et là, au moins, vous avez l'avantage d'avoir les deux. En termes de performance, alors qu'est-ce que ça donne? En termes de performance, déjà, performance de l'affichage, c'est du XO, c'est bien. Vous avez le choix de température de couleur avec le procédé Miravision que vous allez trouver dans les réglages. C'est aussi du traditionnel, il n'y a rien de particulièrement étonnant. Voilà, Miravision, on choisit ses profils, on peut régler la température de couleur, standard, brillant, etc. Du classique. Donc en termes de réactivité, bon, c'est correct. Il y a un petit peu de latence au niveau de la dalle, c'est correct. Franchement, de savoir que ici on a un processeur X27 de dernière génération multicœur, c'est pas vraiment flagrant. Au niveau de Antutu, qui est un benchmark parmi d'autres, mais qui a au moins le mérite de donner un référentiel classique. Vous voyez, on a 98 000. 98 000, bon, c'est mieux que du X25. Maintenant, j'ai jamais eu entre les mains un X25, donc je ne peux pas vraiment juger de la fluidité. Mais bon, il n'y a rien de transcendant. C'est pas parce que c'est marqué 98 000 que ça arrache loin de là. Donc bon, à optimiser, un peu de travail à faire du côté de chez UMIDIGI. Voilà. Sur le reste,
bien sûr, ce qui va vous intéresser, c'est la partie photo, hein, la partie photo. Donc on va la regarder maintenant. Donc cette partie photo, vous avez une application qui est très pertinente d'un point de vue photo. Elle a énormément de réglages, vous voyez. Vous avez des réglages en bas qui sont panorama, vidéo, pro photo, face beauty, photo, bokeh, mono. Les pro photos, c'est un mode qu'on avait déjà trouvé sur les précédents UMI, sur le UMI+. Donc quand vous êtes en pro photo, vous allez avoir la possibilité de modifier tous les paramètres. Vous voyez, saturation, luminosité, contraste, de jouer. Alors après, moi je ne suis pas un photographe professionnel pour dire si effectivement on se retrouve comme un appareil photo traditionnel. Ce qui va être plus sympathique, ça va être déjà donc le fameux mode bokeh. Le mode bokeh, c'est un mode qui a été introduit par les iPhones à partir du 6S. Ça a été introduit sur le dernier iPhone 7 Plus, qui est le seul chez Apple à avoir ce double objectif. C'est un mode qui va permettre en fin de compte, et j'espère que je vais pouvoir vous le reproduire, d'obtenir un flou d'arrière-plan, un flou artistique d'arrière-plan. Voilà. Donc par exemple, je prends mon petit personnage et je vais faire le net dessus et vous voyez que l'arrière-plan est flouté avec la possibilité de changer l'ouverture pour pouvoir accentuer ou pas cet arrière-plan. Voilà. Donc là, les deux caméras ont pris la photo. Il faut savoir que les deux caméras, il y en a une qui capture en couleur et une qui capture en noir et blanc. C'est un procédé différent d'autres constructeurs, hein, ne serait-ce qu'Apple qui a deux focales différentes et qui capture tout en couleur. Et cette double capture va permettre des traitements, des post-traitements plus efficaces. Et il y a aussi une optimisation de la prise de vue en basse lumière. Donc là, on le voit bien. Hein, on voit bien que mon avant-plan est net, mon arrière-plan est lui moins net. Il faut savoir qu'il y a une petite fonction 3D. 1, 2, 3, voilà, vous voyez, je le fais, je l'anime. Bon, je sais pas quoi en penser. Hein, voilà, c'est tout. Hop, activer l'économiseur de batterie. Il y a un mode d'économisateur de batterie qui est présent dessus. On va avoir la possibilité aussi, donc vous voyez, hein, ça peut être pas mal pour je sais pas quoi faire, ça donne un effet 3D. On a aussi la possibilité d'éditer les photos, c'est-à-dire qu'il y a un éditeur de photos qui est inclus, donc on peut refaire un focus dessus, hein, rechanger la netteté, et potentiellement on va même pouvoir changer, pourquoi pas les backgrounds, voilà, je vais en choisir un, et je vais aller modifier ce qu'on appelle le foreground, c'est-à-dire ici, ce qu'il y a devant, on choisit, voilà, alors on peut ajuster hein, plus ou moins, là je ne vais pas le faire dans le détail, et voilà, donc je l'ai inscrit. Donc on va dire que c'est la possibilité d'éditer en quelques clics et juste avec votre doigt, des photos, se faire des petits montages sympas, bon c'est toujours bienvenu, c'est un point fort de l'UMI 7 Pro. Hein. Donc le mode Face Beauty, qu'est-ce qu'il y a aussi? Vous avez en haut, dans les captures, vous allez trouver un mode, ici qui a un mode Super Night. Il augmente complètement la luminosité. De toute façon, vous le voyez déjà à l'écran. Bon, par exemple, si jamais je venais à faire une ombre ici, voilà, on va voir qu'il est capable, vous voyez, de base c'est très très sombre, et quand je le passe dessus, voilà, vous voyez, on augmente vraiment complètement la luminosité. Ça, il semble que ce soit une fonctionnalité du X27, hein, qui est capable de capturer 2 fois plus de luminosité grâce à son système de double capteur. Vous avez aussi un autre point, voilà, une autre fonction sur le Z Pro, qui s'appelle la Live Photo. Alors la Live Photo, de nouveau, un procédé qui lui a été mis en avant par Apple sur sa gamme 6S, c'est les photos vivantes. En gros, à partir du moment où j'ai appuyé, le smartphone est déjà en train d'enregistrer, ce qui fait que quand je vais appuyer réellement dessus, voilà, j'ai pris une photo, mais en réalité j'ai pris une micro-vidéo hein, au format 3GP, et quand je vais appuyer dessus, voilà, vous voyez, hop, elle bouge. Donc j'ai enregistré un peu avant, un peu après. Je tiens à remercier Gearbest de m'avoir prêté ce modèle, de manière à ce que je puisse vous en faire un test complet. Voilà pour le test vidéo. Pour le test écrit, rendez-vous sur planètenumérique.com. Vous n'hésitez pas à commenter, à la fois sur cette vidéo YouTube ou directement sur le site. Hein. Voilà, donc c'était Stéphane, planètenumérique.com. À bientôt.